Ah, la Côte d'Ivoire. Ce beau pays de l'Afrique de l'Ouest est réputé pour être une référence en matière d'animation, d'hospitalité, mais aussi de bonne bouffe. Ce pays dans lequel il fait si bon vivre que sa ville principale, Abidjan, a été surnommée Abidjan la joie. Mais comme tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire a eu ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses bonheurs et ses malheurs. Je choisis aujourd'hui de vous parler de 9 personnes qui ont marqué de leur vivant jusqu'à leur dernière heure l'ensemble du peuple ivoirien. Ces illustres disparus qui ont laissé un goût amer, parfois un air de symphonie inachevé mais que l'histoire n'oubliera pas. Comme un ultime hommage, mais aussi un témoignage pour les générations à venir, mesdames et messieurs, voici les 9 décès qui ont le plus marqué la Côte d'Ivoire. Surnommé le roi du Ziglibiti, Ernesto Djedje, de son vrai nom Ernest Djedje Blé-Loué, a longtemps été considéré comme le plus grand chanteur et danseur ivoirien de tous les temps. Né en 1947 à Daloa d'un père sénégalais, le jeune Ernest est principalement élevé par sa famille maternelle. Bercé dans son enfance par le tourou, rythme traditionnel en pays bété, il a rapidement vu en la musique et la danse une vocation. Son ascension a été rapide, car il a été découvert très tôt par Amédée Pierre, une autre icône de la musique ivoirienne, pour qui il a été chef d'orchestre et guitariste pendant 3 ans. Après un séjour en France pour des études, il rentre en Côte d'Ivoire pour exercer sa passion et ajouter une couche de modernisme à la musique ivoirienne. Il crée alors le Ziglibiti, qui est un cocktail de rhythm blues et de tourou, de danse bété et de disco. Contre toute attente, le Ziglibiti s'exporte bien au-delà des frontières ivoiriennes et devient une référence en Afrique subsaharienne. En 1977, après 6 mois de studio au Nigeria, Ernesto Djedje sort son album à succès qui inclut le célèbre titre Ziboté, qui lui vaut d'être élu meilleur musicien de l'année par le référendum ivoirien dimanche. L'artiste monte ensuite son pop orchestre et enchaîne les grandes prestations, devenant même le chouchou du président Félix Houphouët-Boigny. Ernesto Djedje sortira son dernier album en 1982 car 1 an plus tard, à son retour d'un voyage au Burkina Faso, il est empoisonné lors d'un repas à Yamoussoukro, laissant ainsi ses nombreux fans et la Côte d'Ivoire tout entière orphelin de l'un des plus grands génies africains du XXe siècle. Sa mort brusque en a choqué plus d'un et son héritage, le Ziglibiti, a été finalement emporté dans sa tombe avec lui, laissant place à de nouveaux concepts et de nouvelles sonorités. Aujourd'hui encore, il est honoré dans des œuvres modernes comme le film d'animation Aya de Yopougon et une statue érigée en son honneur devant l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, à Abidjan. Roger Edmond Fulgence Kassi, ou RFK, était l'un des meilleurs journalistes et animateurs que la Côte d'Ivoire ait connu. Né le 16 novembre 1956 à Toumoudi, il a fait ses études secondaires au collège municipal de Boaké où il était déjà un très bon élève. En 1975, il rejoint le studio école de la radio-télévision ivoirienne RTI et marque son passage par son excellence. 2 ans plus tard, il fait ses débuts en télé. On va reprendre un tout petit peu l'atmosphère dans la salle et l'ambiance aussi parce que ça bouge dans les couloirs, ça dit que ça bouge. Après quelques apparitions sur le grand écran, Fulgence Kassi est déjà un maître dans son domaine et devient rapidement l'idole de la jeunesse ivoirienne. Il arrive si facilement à captiver son auditoire grâce à son empreinte personnelle et sa gestuelle qu'il devient rapidement l'animateur vedette de la RT. Roger était un homme simple, mais aussi très audacieux et innovant.
Il a produit de nombreuses émissions telles que Superstar Station, Nandjele, Jamboree, Tremplin qui devient podium en 1977 ou encore Première Chance. Ces émissions qui ont vu éclore de nombreux talents qui n'auraient peut-être pas eu le succès qu'ils méritaient sans Fulgence Kassi. Entre autres, on peut citer Alpha Blondy, Serge Kassi, Nayanka Bell et plein d'autres encore. Il a tellement de succès que l'une de ses phrases phares est restée célèbre longtemps après sa mort. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, 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 vivra. En 1988, Roger Fulgence Kassi se plaint d'une immense fatigue qui le met quelque temps sous la touche. Il réussit à la surmonter, partiellement, et signe un retour vers la fin de l'année 1988. Après une rechute brutale, Fulgence Kassi décède finalement le 20 janvier 1989. Le choc a été grand car il a laissé un énorme vide encore plus ressenti par la jeunesse ivoirienne de l'époque. Des funérailles grandioses ont été faites et un deuil national a été instauré pour honorer sa mémoire. Il avait 33 ans. Nanan Boigny, Nanan Oufoué, le sage, le vieux, tant de surnoms pour désigner celui qui a jamais le père de la nation ivoirienne. L'homme qui a obtenu en 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais qui était ce grand homme politique qui était tant adulé par les Ivoiriens? Oufoué-Boigny est né officiellement le 18 octobre 1905 à Ngoro, un village près de la ville de Yamoussoukro. À l'époque, il porte le prénom Dia qui lui a été donné à l'origine par son père, qui finit par ajouter à son nom Boigny, qui signifie le bélier. Le jeune Dia Oufoué-Boigny perd son père très tôt et apprend très rapidement à devenir responsable. Propulsé à la chefferie de son village lorsque son grand-oncle est assassiné en 1910, il est déjà prédestiné à être un dirigeant. Oufoué-Boigny était un brillant élève. Il a fait des études occidentales, à l'époque réservées aux enfants d'aristocrates africains, et obtient un diplôme d'instituteur. Il se fera baptiser et prendra le prénom Félix comme nom chrétien. Oufoué-Boigny deviendra par la suite médecin, puis reviendra occuper son poste de chef de canton avec des idées déjà révolutionnaires. 80 000 francs. Il y a 20 ans. Avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé. 500 francs. Nous sommes les plus faibles. Grâce au succès de son syndicat agricole africain, une organisation anticolonialiste et antiraciste regroupant les planteurs africains mécontents de leur sort, il deviendra par la suite le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il se fait élire comme le premier député ivoirien de la Côte d'Ivoire. Sous son mandat, il réussit à faire abolir le travail forcé et à convertir les colonies en départements français. Il devient de plus en plus important et réussit même à s'imposer comme ministre délégué à la présidence du Conseil, puis ministre d'État dans le gouvernement français. Après des négociations entamées en 1956 et un détachement progressif du statut de département français, Oufoué-Boigny obtient finalement l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960 et devient ainsi le premier président ivoirien. Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Son règne est un franc succès. La Côte d'Ivoire est prospère, moderne et demeure dans la paix jusqu'au début des années 90. Avec son âge avancé, le vieux se montre de plus en plus impuissant face à la grosse crise économique qui secoue le pays et la vague des mouvements pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Je ne vous ai jamais menti. Ce n'est pas après plus de 30 ans de vie publique que je commencerai à le faire. Mesurer un danger est la meilleure façon de pouvoir y faire face. Pendant cette période, il a vu baisser peu à peu sa popularité et se dégrader son état de santé. Il décède le 7 décembre 1993 des suites d'un cancer après 33 ans de pouvoir. Les Ivoiriens et tous les pionniers de l'Afrique subsaharienne ont été longtemps affligés par cette grande perte.
Il a eu droit à des funérailles somptueuses et a été enterré sur la terre de ses ancêtres. Avez-vous déjà entendu parler du coupé décalé? C'est un concept musical venu tout droit de la Côte d'Ivoire et qui en ambiance plus d'un. Aujourd'hui, son succès n'est plus à discuter. Mais si le coupé décalé est ce qu'il est devenu, c'est notamment grâce à son créateur Douk Saga, communément appelé le Président. Stéphane Amidou Doucouré, de son vrai nom, est né le 22 mai 1974 dans la ville de Yamoussoukro. Il est né d'une aventure entre sa mère et le cousin de son grand-père, une chose qui est mal perçue à l'époque par sa famille. Son père s'est enfui aux États-Unis et sa mère est mise en quarantaine par son grand-père. Il est donc élevé par sa grand-mère, Mamie Djeneba Sissé, qui était la cousine germaine du président Félix Houphouët-Boigny. Douk Saga a donc grandi dans de très bonnes conditions. À partir de 10 ans, il a même vécu dans la cour présidentielle à Yamoussoukro. À son retour d'Europe au début des années 2000, où il obtient un diplôme en informatique, la Côte d'Ivoire est à un tournant de son histoire et traverse une crise politique qui perdure depuis le coup d'État 1999. C'est précisément à cette période qu'il crée avec son groupe, la Jet Set, le concept du coupé décalé. 19 septembre, dans 2002, le malin venait juste frapper la Côte d'Ivoire. Des coups de fusil par-ci, le canon par-là. Tous s'étonnaient, on nous annonce la mort de Boca. Il voit en son mouvement un pied de nez à la crise, une manière de relever la tête en faisant la fête. Le coupé décalé, selon lui, est venu pour lutter contre la morosité et contre le coup-feu imposé par la guerre. Au début très critiqué à cause de la provenance douteuse de sa fortune et son hygiène de vie jugée inappropriée, Douk Saga finit par s'imposer d'abord en Côte d'Ivoire, ensuite en Afrique et enfin jusqu'en Europe grâce à son style de vie particulier et sa musique aux sonorités nouvelles. Il se fait appeler le sommet des sommets et est désormais incontournable dans la culture musicale africaine. Au-dessus d'une montagne, il y a tous des sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le président Douk Saga, premier top fort de sa génération. Il est aussi l'inventeur du travaillement, qui consiste à jeter des coupures de billets de banque sur une personne ou un artiste pour l'encourager. Cette pratique permet également à la personne qui, entre griffes, travaille, de se faire voir et de montrer aux autres qu'il a beaucoup de moyens. Après 4 ans de succès pendant lesquels il enchaîne spectacle sur spectacle et produit des hits tels que Héros National Bouche Bée, Douk Saga en fête ou encore Proclamation, Douk Saga est atteint d'une maladie pulmonaire qui le fait dépérir à vue d'œil et qui l'éloigne définitivement de la scène. J'ai une insuffisance pulmonaire, on m'a donné des sales maladies comme le sida. Mais heureusement Dieu est grand. Dieu amour, Jésus verse ses enfants. Je fais tous les bilans à Paris, rien. Donc, en fait, c'est un problème mystique, en fait. Les gars peuvent te donner sida mystiquement, hein. Donc, c'est tout cela, c'est l'Afrique. Et là, j'ai voulu ma santé, ma forme. Je suis prêt à tout, mais là, c'est seulement que mes petits pieds. Et puis, quoi on appelle... et la nourriture, ça dit manger consistamment, quoi. Tu vois, c'est ce qu'il me faut maintenant. Le 12 octobre 2006, alors qu'il est à Ouagadougou pour des soins, Douk Saga tire sa révérence à l'âge de 32 ans, laissant ainsi le coupé décalé orphelin de son créateur. Il a droit à des funérailles somptuaires à la hauteur de son succès populaire. La seule personne parmi tous ces grands noms qui n'est pas de nationalité ivoirienne, c'est Papa Wemba. Papa Wemba est une véritable légende de la rumba congolaise, de la musique africaine et un éternel représentant du mouvement de la SAP. Jules Chungu Wembadio Pene Kikumba, dit Papa Wemba, est né le 14 juin 1949 à Lubefou, devenu un temps la province du Sankourou en République démocratique du Congo. Son père était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et sa mère une pleureuse professionnelle. C'est en étant avec cette dernière qu'il développe sa passion pour la musique et sa voix de ténor. Son père n'a jamais voulu le voir devenir musicien, mais après la disparition de ce dernier en 1966, Wembadio se lance dans la musique et prend le nom de Jules Presley, qui changera quelques années plus tard en Papa Wemba.
c'est la seule personne qui est restée avec moi. C'est lui qui m'a élevé, quoi. Asala mosala nyo soto ezali mosala zobe ezali te. Yango wana topesi mokako swapa te a continuer ka mosala na wana. Na bato mosusu bajo kanisa te soka azali na kisi te. Biso tozali makambo ya kisi wana te. Miziki ya zo beta wana ezali ya famille. Mama na ye moko azali koyemba banjimbo wana ya mboka. Ngai moko nazali kobeta bambunda ya mboka nazali koyemba pe. En 1969, il participe à la formation du groupe Zaïko Langa Langa, qui devient l'un des groupes les plus populaires au Zaïre et en Afrique de 1970 jusqu'au début des années 90. Entre-temps, en 1974, à l'apogée du groupe, Papa Wemba s'est retiré pour créer le groupe Easyfi Lokole. Après 2 ans de succès, Papa Wemba fonde l'orchestre Viva Musica qui l'accompagnera dans la suite de sa carrière. Papa Wemba arrive à réaliser son rêve d'enfant en faisant une collaboration entre 1979 et 1980 avec Taboulé Rochereau, alors son idole. De 1980 aux années 2000, il renforce sa légende en faisant pratiquement le tour du monde et en obtenant un disque d'or aux États-Unis avec son album Émotion. Il obtient aussi les Kora Awards de 1997 dans la catégorie Meilleur artiste africain. Papa Wemba participe à l'éclosion de talents comme Kofi Olomide, Fafa de Molokai, Dindo Yogo ou encore Juna Janana qui est le père des artistes Met Gims, Daju et Bejik. En 2003, l'artiste est condamné à 30 mois de prison et 10 000 € d'amende pour aide au séjour irrégulier de clandestins sous couvert de ses activités musicales. Au sortir de cette période difficile, Papa Wemba continue d'éblouir le monde par sa voix devenue légendaire. Richard Kabala. Mais hélas, le 24 avril 2016, alors qu'il se produit sur la scène du 9e Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA à Abidjan, Papa Wemba est frappé d'un malaise soudain. Il ne s'en remettra jamais. Cet événement traumatisant suivi en direct par les téléspectateurs de la RTI est resté bien ancré dans la mémoire des Ivoiriens. Il est élevé au rang de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire à titre posthume et a eu droit à un dernier vibrant hommage à Abidjan. Tioté Cheick était un footballeur ivoirien évoluant au poste de milieu de terrain défensif. Il faisait partie de l'équipe ivoirienne finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et de celle qui a remporté l'édition 2015. Né le 21 juin 1986 à Yamoussoukro, Cheick a eu une enfance très difficile. Sa famille habitait un bidonville qui était constamment en proie à des troubles et à une grande pauvreté. Lors d'une émeute sanglante qui a ravagé son village, son père et sa mère trouvent la mort, faisant ainsi de lui un orphelin. Il a dû rejoindre Abidjan, considéré comme plus sûr pour prétendre à un avenir meilleur. Ce sont ces événements qui ont forgé son mental de guerrier. Cheick a vu en le football une échappatoire et une porte de sortie à la misère. Il commence alors à l'âge de 10 ans à jouer au football de rue, sans chaussures, pieds nus, parfois en chaussons, jusqu'à l'âge de 15 ans. Il débute sa carrière avec le club ivoirien des ligues mineures, le FC Bibo. En 2005, il est repéré par le club belge Anderlecht, qui le prête 2 ans plus tard au club néerlandais Roda JC Kerkrade. Pendant son séjour en Hollande, il est repéré par le FC Twente, qui le recrute pour une valeur de 2,5 millions d'euros. Sa carrière prend alors une autre dimension. Son club remporte son premier championnat des Pays-Bas en 2010 et il participe à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa de l'année suivante. Tioté est tellement combatif et engagé qu'il séduit le club de Newcastle. Son transfert est finalisé le 26 août 2010 et débute ainsi une grande histoire d'amour qui durera 7 belles années. À Newcastle, il laisse une marque indélébile, notamment grâce à un but égalisateur splendide à la 88e minute de jeu, alors que son équipe était menée 4-0 à la pause. C'était en 2011. Le 7 février 2017, libre de tout contrat, il s'engage avec le club chinois Beijing BSU.
Quelques mois seulement après, le 5 juin, pendant une séance d'entraînement, l'international ivoirien décède sur le terrain, frappé d'une crise cardiaque. Le choc est immense à Abidjan. Des milliers de personnes sont présentes à l'aéroport lors du transfert de son corps et il a droit à un dernier hommage grandiose. En Côte d'Ivoire, dans son club à Beijing et aussi à Newcastle, on ne tarit pas d'éloges à son endroit et on garde le souvenir d'un homme simple, pieux et qui vivait sa passion à fond. Il avait 30 ans. L'homme aux 1001 surnoms, Yorobo, le Daishinkan, Influamento ou encore l'Apache, est considéré comme le roi du coupé décalé et l'un des plus grands chanteurs africains de tous les temps. Il a révolutionné le coupé décalé de Douk Saga et l'a porté encore plus loin que lui. DJ Arafat, ou un Ange Didier à l'état civil, est né le 26 janvier 1986. Fils de Pierre Ouan et de Valentine Logbo alias Tina Glamour, tous deux musiciens, Arafat a toujours eu en lui les gènes d'un artiste. Délaissé par sa mère occupée par sa carrière musicale, Ange Didier est livré à lui-même et commence à faire de la musique. Son premier album contenant le morceau Hommage à Jonathan, dédicacé à son ami décédé des suites d'un accident de moto, lui permet d'aller en France par l'intermédiaire d'un promoteur de spectacle, Désiré Kouadio. DJ Arafat y voit de nouvelles opportunités et décide de s'installer en France malgré l'expiration de son visa. Il commence comme DJ dans un club et vend des CD piratés. Il se fait arrêter quelque temps après et est détenu pendant 1 mois avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Après 2 ans sans vraiment briller, il fait un duo avec Debodo Likunfa sur le morceau Bongo. Le concept est viral et en un rien de temps fait grimper la popularité de DJ Arafat en Afrique. Après ce hit, qu'il a placé sur le trône du coupé décalé, DJ Arafat enchaîne les tubes comme Jessie Mijeka, Pankaka, Chebele, 12500 volts, Frappé Naboula ou encore Ketebo, qui n'ont fait que renforcer sa stature. DJ Arafat et son coupé décalé étaient devenus l'identité musicale et culturelle de la Côte d'Ivoire. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Cora Awards. Grâce à ce nouveau sac, l'artiste a atteint une nouvelle dimension et devient un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Avec ses nombreuses collaborations avec les artistes africains et aussi européens, DJ Arafat est au sommet de son art. En fin 2014, Arafat est de plus en plus contesté et perd en popularité au profit de ses nombreux concurrents. Le style rock de son coupé décalé qui avait fait son succès autrefois n'enchante plus vraiment le public et Arafat le sait. Il commence à perdre patience et fait parler de lui à travers ses nombreuses frasques et ses innombrables clashs sur les réseaux sociaux. Son image est grandement affectée par tous ces scandales et il commence même à se faire boycotter par certaines chaînes de télévision. Quelques années plus tard, dans la nuit du 11 au 12 août 2019, DJ Arafat est mortellement blessé dans un accident de la circulation alors qu'il est sur sa moto. Le monde entier est choqué par sa disparition. Son nom est le mot le plus tweeté au monde le jour de son décès et des hommages lui sont rendus d'un peu partout. En Côte d'Ivoire, l'émotion est énorme. Une cérémonie d'hommage lui est consacrée au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et il est élevé au rang d'officier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Grande figure politique avec un parcours impressionnant, Amadou Gon Coulibaly était un homme d'État et le premier ministre de la Côte d'Ivoire.
Il était désigné par son parti politique pour se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020, mais n'a jamais pu accomplir cette ultime mission. Amadou Gon Coulibaly est né le 10 février 1959 à Abidjan. Il est issu d'une longue lignée d'hommes très impliqués dans la politique ivoirienne. Son père est député sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny et son arrière-grand-père était le chef suprême des Sénoufos, ethnie du nord de la Côte d'Ivoire. Il a fait ses études secondaires au lycée moderne de Dabou, puis obtient un diplôme d'ingénieur à l'école spéciale des travaux publics de Paris en 1982 et du Centre des hautes études de la construction de Paris en 1983. En 1990, il intègre le cabinet d'Alassane Ouattara, alors Premier ministre, en qualité de conseiller technique. Il est assidu et compétent, ce qui lui permet de gagner la confiance de son chef. Il enchaîne alors plusieurs postes au sein du gouvernement et aussi de l'administration publique ivoirienne. Il a été député de Korogo, maire de Korogo, ministre de l'Agriculture, ministre d'État, ministre du Budget et du portefeuille de l'État et Premier ministre. En mars 2020, alors que le président Alassane Ouattara décide de se retirer du jeu politique à la fin de son mandat, ce dernier le désigne comme le candidat qui représentera le RHDP à l'élection présidentielle d'octobre. Il est arrivé aux affaires à un moment où nous avions la mutinerie, ensuite la peste à cause du cacao, et j'en passe. Et on peut voir que les résultats sont impressionnants. Donc je voudrais dire qu'au plan professionnel, c'est un grand serviteur de l'État. Et je sais que ce sera un grand président pour la Côte d'Ivoire. Quelques mois plus tard, en mai, Amadou Gon Coulibaly est évacué vers la France pour suivre des examens médicaux et subir une opération. Il est opéré une seconde fois le mois qui suit et rentre finalement le 2 juillet dans son pays. Depuis le 2 mai dernier, que je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. 6 jours plus tard, il décède suite à un malaise à l'issue d'un conseil des ministres. Des jours de deuil national ont été instaurés et un ultime hommage a été fait pour honorer sa mémoire. Il est remplacé par Ahmed Bakayoko qui a assuré son intérim depuis sa première opération. Il avait 61 ans. Après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko devient le chef du gouvernement, d'abord par intérim, puis de façon définitive. L'homme qui est surnommé affectueusement Ambak par ses compatriotes était un homme d'État ivoirien et bien plus encore. Ahmed Bakayoko est né le 8 mars 1965 à Adjamé, un quartier populaire de la ville d'Abidjan. Il sera exclusivement élevé par son père car ayant perdu sa mère très tôt. Ahmed Bakayoko a commencé des études en médecine qu'il a finalement abandonné pour faire du journalisme, qui est sa passion depuis le collège. En 1990, il fonde le journal Le Patriote, où il est le rédacteur en chef, et 3 ans plus tard, il devient le premier PDG de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire. Son militantisme, sa fougue et son dynamisme lui ont permis de se faire remarquer au PDCI, son parti politique de l'époque. Ahmed Bakayoko avait un carnet d'adresses bien rempli grâce à ses différentes actions militantes. Lors de la crise ivoirienne qui a débuté en 2002, il est le seul homme qui a la confiance des deux belligérants et devient ainsi un négociateur dans le jeu politique ivoirien. En 2003, le président Laurent Gbagbo le nomme sur conseil de Guillaume Soro, ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Il occupera ce poste jusqu'à l'année 2011, marquant l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara. Il est nommé ministre de l'Intérieur, un poste où il excellera, et rentrera ainsi dans le cercle de confiance du président.
6 années plus tard, il sera nommé ministre de la Défense et l'année suivante, il se fera élire à la mairie d'Abobo. En dehors de sa vie politique, Ahmed Bakayoko est un homme très populaire chez la jeunesse ivoirienne. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. Merci de nous avoir égrené vos préoccupations. En retour, je veux vous dire que j'ai bien noté. Je vous fais confiance. Je vous demande de me faire confiance. Admiré pour sa générosité et sa joie de vivre, il a un très grand impact sur les foules. Il aide beaucoup les jeunes qui essaient de se réaliser et devient proche d'artistes populaires comme DJ Arafat, qu'il appelle communément mon fils, Assal Fou du groupe Magic System ou encore Tikenja Fakoli. Il fait la promotion de la culture musicale africaine et aide plusieurs artistes à émerger. Suite au drame qui a frappé la Côte d'Ivoire le 8 juillet 2020, il est nommé au poste de Premier ministre. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 30 juillet 2020 à la signature d'un décret portant nomination de M. Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, fait à Abidjan le jeudi 30 juillet 2020. Vers la fin de l'année, Ahmed Bakayoko commence à se plaindre d'une grosse fatigue et a atteint du Covid-19 dans la foulée. Après des examens à Paris, il découvre qu'il est en fait atteint d'un cancer de foie en phase terminale. Transféré en Allemagne pour des soins expérimentaux avant son opération, Ahmed Bakayoko décède le 10 mars 2021, 8 mois à peine après sa prise de fonction. Le drame a été vraiment mal vécu par les Ivoiriens qui n'avaient pas fini de pleurer son prédécesseur. Pendant les 8 jours de deuil national décrétés, de nombreuses cérémonies d'hommage et un grand spectacle avec une flopée d'artistes importants sont organisés en son honneur. Il est inhumé à Séguéla, sur les terres de ses illustres ancêtres.